Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis la dernière vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu le grand plaisir de m'entretenir avec Bénédicte Loyer, qui est docteur en égyptologie, postdoc au CNRS, chargée de cours à l'école du Louvre et professeur associé d'histoire de l'art au Conservatoire de Paris. Et aujourd'hui, elle va nous parler de crimes et d'illégalité en Égypte antique avec des petits exemples bien croustillants. Si vous aimez la vidéo, mettez un petit thumbs up, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous pour avoir les notifications quand une vidéo sort. C'est parti. Bonjour Bénédicte Loyer. Bonjour. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter ton parcours et ce sur quoi tu travailles actuellement? Alors, je m'appelle Bénédicte Loyer, je suis docteure en égyptologie. Actuellement, je suis chargée de cours à l'école du Louvre depuis maintenant 10 ans en art égyptien et en méthodologie générale. J'ai aussi le titre de professeur en histoire de l'art au Conservatoire de Paris. Et côté parcours, je suis rentrée à l'école du Louvre sitôt mon bac. J'avais fait une série L. J'ai fait tout mon cursus. J'ai fait aussi un petit crochet à Paris 4 en licence d'histoire. Paris 4 qui aujourd'hui, je crois, devenu Sorbonne Université. Et j'ai fait mon doctorat entre l'école du Louvre et l'université Paul Valéry, donc l'université Montpellier 3. Aujourd'hui, je suis aussi actuellement en postdoc au CNRS à l'UMR 85-60, c'est le centre Alexandre Coiré. J'ai plusieurs sujets en fait en égyptologie qui m'intéressent particulièrement. Celui de ma thèse qui a été la représentation du handicap, de la marginalité des gens et de la maladie en fait en Égypte ancienne. Et puis, en tirant un petit peu le fil, tout ce qui est expression de l'illégalité, les traces des crimes également dans l'Égypte ancienne, puisque ça peut avoir aussi un rapport avec le corps, notamment dans les châtiments, les peines ou les représentations. Et donc, je me concentre particulièrement sur ces deux axes. Alors, tu as travaillé sur la question du handicap et récemment, j'ai lu un article suggérant que Toutankhamon, apportant la thèse que Toutankhamon est en fait a priori décédé suite à une fracture de la jambe et non pas suite à un accident de char. Alors effectivement, ça je crois que c'est nos collègues anglais qui ont développé cette théorie. Il y a eu tout un grand reportage avec, même si je me rappelle bien, des animations 3D. Je les ai vu les photos, oui, c'est pour ça que je demande. Voilà le choc entraîné par un char. Sachant qu'on en a trace, si je me rappelle bien, on a une femme comme ça au premier millénaire qui est morte d'un accident de char. Et elle a les fractures sur l'avant du corps, etc., qui montrent qu'effectivement, ça a été un choc à grande vitesse. Pour Toutankhamon, en fait, alors, pour beaucoup d'égyptologues français, on est vraiment très, très prudent par rapport à cette théorie-là. Pour une raison toute simple, c'est que en fait, Toutankhamon, quand on fait un peu le bilan de santé de ce jeune homme de 19 ans, on s'aperçoit qu'il était dans un état de santé, mais vraiment très précaire. Il avait une ancienne forme du palu, il avait les os extrêmement fins, il avait une malformation des hanches, avec des hanches très très hautes. Ça se voit notamment grâce à ses sous-vêtements. Parce que nous avons les sous-vêtements de Toutankhamon. Et ces vêtements, ces pagnes qui montrent qu'effectivement, il y a un excès de tissu qui montre que, voilà, il avait sans doute, voilà, une malformation à ce niveau-là. Et surtout, on a cette cassure, cette fracture sur l'une de ses jambes, si je me rappelle bien, c'est la jambe gauche, et qui a été très mal réduite. Donc, il y a eu septicémie, gangrène, et effectivement, il est mort très tôt. Mais en fait, vu son état et vu justement ses hanches, il y a très peu de chances qu'il ait pu avoir un accident de char parce que de toute façon, déjà, il n'aurait pas pu monter sur un char, déjà de base. Parce que ça demande quand même d'avoir des appuis extrêmement solides, ça demande de pouvoir avoir une certaine force. Clairement, il avait besoin d'une canne pour pouvoir marcher. Il devait se déplacer quand même assez lentement. Et même en cas de collision, on voit quand même mal un roi se faire percuter par un char, surtout pour quelqu'un qui devait sans doute rester assis.
Alors voilà, on se pose la question d'ailleurs avec plusieurs collègues de savoir ce qu'ils pouvaient tirer à l'arc, est-ce que... Voilà, il faudrait qu'on étudie ces zones un peu plus près pour voir un peu quelles étaient vraiment ses capacités ou non. Parce que pareil, on peut parfois le voir comme étant un souffreteux absolu, qui n'aurait pas pu prendre de décisions qui auraient été manipulées. Là aussi encore, faut se méfier et porter un peu plus de nuances. Mais c'est vrai que la question de la mort de Toutankhamon, on est plutôt aujourd'hui sur une fracture spontanée de la jambe. Okay. Donc, soit une mauvaise chute, soit tout simplement l'os qui se brise, un peu comme la maladie des os de verre. Oui. Donc c'est vrai que on a beaucoup d'empathie en fait quand on regarde un peu le corps de ce jeune roi. Il a dû quand même souffrir énormément. Il avait en plus une fente palatine. Enfin bref, il a vraiment vraiment cumulé et on est loin de cette image qu'on a eue dans plusieurs séries, Toutankhamon avec voilà ce profil parfait et toujours ces représentations voilà d'acteurs absolument magnifiques. Ouais. Alors que voilà, non, c'était des gens qui étaient plus comme la majorité des gens que ces espèces de physiques absolument idéalisées. Mais ouais, là aussi, cette question de l'accident de char, elle reste encore un peu ouverte, mais on est vraiment beaucoup à ne pas vraiment y croire. Ouais. Ça colle pas vraiment avec comment dire, ce qu'on peut déjà constater. Il faut d'abord partir de ce qu'on constate. Si on part d'une théorie et qu'on essaye de faire rentrer de force les éléments là-dedans, ça peut jamais donner quelque chose de bon. On a quelques questions, notamment pour commencer, la première question, c'est est-ce qu'en Égypte antique, il y avait des procès et des avocats, par exemple? Eh ben oui. En fait, la justice, elle est présente forcément dès qu'il y a du droit, de toute façon, il y a une expression de la justice. Et elle est déjà dans les mythes, de toute façon, puisque déjà, quand on regarde le mythe d'Horus et Seth, ce n'est pas la bataille entre les deux dieux qui trouvent un résultat, c'est plutôt comment dire, le tribunal à la fin. Qui va pouvoir apporter un verdict définitif et donner la couronne à Horus. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'ADN de la civilisation égyptienne. Et on a trace de procès grâce à la documentation, principalement aussi sur des papyrus, parfois sur des ostracas. Et on a un système judiciaire qui est éminemment moderne et qui ressemble effectivement beaucoup au nôtre, avec un juge, avec des jurés, avec tout un système de procédure, avec par exemple des interrogatoires ou même des perquisitions. Ça a été le cas dans plusieurs affaires. Mais par contre, il n'y a pas vraiment ce qu'on pouvait appeler des avocats, puisque c'est à chaque fois les personnes qui sont concernées qui vont défendre eux-mêmes leur cas devant le juge. Un des exemples emblématiques, et qui est un conte très célèbre et qui va sans doute rappeler des heures d'épigraphie à ceux qui ont fait du hiératique, c'est ce qu'on appelle le conte du paysan éloquent, qui est cet homme qui vient des oasis et qui se fait prendre son chargement par un félon riche personnage, et cet homme va défendre son cas devant la cour locale. Et il parle tellement bien que son discours va être enregistré sur papyrus. Donc c'est un petit peu le symbole même de la justice, la justice égyptienne. Et c'est vrai que d'un point de vue général, on a voilà, ce système de cours qui est organisé. Alors on a ce qu'on appelle les grandes cours. On a des titres comme ça dès l'Ancien Empire, dès la 4e dynastie, on commence à voir ça. Vous avez les grandes cours exceptionnelles qui ont plutôt tendance à être du côté des temples. D'ailleurs, on devait avoir des petits emplacements devant les temples pour rendre la justice. Littéralement la porte de rendre la justice, route d'Imat. Et puis, à l'échelle plus locale, vous avez d'autres petits tribunaux qui sont plus petits, comme ce qu'on appelle la Djadjat ou la Kenbet, et qui vont gérer comme ça tout un système de problèmes, voilà, qu'on peut retrouver à différents moments. Alors, petit florilège des raisons d'aller au tribunal à l'époque, une brouille entre voisins, une borne déplacée dans un champ après le passage de la crue du Nil, donc quelqu'un qui a essayé de grappiller quelques mètres de plus, des emprunts non remboursés, des ruptures de contrats de location d'animaux,
il y a des menus larcins, voilà, tout ce genre de choses. Tout ce qu'on a aujourd'hui au final, en fait. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est ça en fait qui est absolument extraordinaire, c'est que on a vraiment des cas. Alors en plus, c'est super parce que les heures de ces procès ou de ces litiges, on a les noms, on a les filiations, on a généralement aussi leur métier. Et puis on a des cas où vraiment il y a cette distance qu'on peut avoir avec le temps s'efface. Il y a quelques années, par exemple, à Alexandrie, si ma mémoire est bonne, l'équipe était tombée sur des papyrus en grec et il y avait une plainte pour tapage nocturne. Parce que dans un immeuble, il y a quelqu'un qui a dû faire une pendaison de crémaillère ou un anniversaire et le voisin d'en dessous n'a pas pu dormir à cause de la musique, des bruits de pas et il est parti porter plainte pour tapage nocturne. Donc, je pense que plusieurs personnes qui nous écoutent ont déjà eu un samedi soir le voisin très bruyant qui met la musique très fort. Eh bien, sachez que aux environs 280 avant Jésus-Christ, les anciens avaient vécu exactement la même chose. Donc, pensez à prévenir votre voisinage. C'est voilà, depuis des milliers d'années, c'est toujours le même système. Ouais. Et les mêmes crimes. Et les mêmes crimes. Bah oui. Et puis, et effectivement, on a certains exemples. Par exemple, vraiment de procès assez incroyables. C'est sur un ostracon qu'on appelle l'ostracon Nash I, qui raconte en fait l'histoire d'une veuve qui s'appelle Eria et qui est accusée par un artisan qui s'appelle Neb Nefer d'avoir dissimulé un pic en cuivre, d'avoir volé en fait le pic de cet artisan. Et donc, il y a une kenbet qui avait été réunie pour examiner le cas de la dame, et, parce qu'il y avait plainte contre elle. Donc, Neb Nefer témoigne, il explique qu'il avait caché son outil, que celui-ci a été dérobé, et il désigne Eria comme étant la coupable. Celle-ci va prêter serment devant le tribunal, parce qu'on a aussi ce système de serment qui peut ressembler beaucoup aussi à ce qu'on peut avoir. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité. Elle maintient ses dénégations, et il y a une fouille de sa maison qui va être organisée. Donc on a perquisition. Et ils mettent la main non seulement sur le pic en cuivre, mais également sur un encensoir rituel qu'elle avait sans doute piqué dans le sanctuaire d'à côté. Donc elle est reconnue non seulement coupable de vol, mais aussi de parjure. Et comme le métal appartient en fait au roi, c'est vraiment un matériau extrêmement précieux. Ça fait partie vraiment des choses propriété personnelle du roi. De toute façon, l'Égypte entière appartient au roi, mobilier, personne, tout. Et la peine de mort est évoquée. Parce qu'on est quand même avec un fait qui est quand même assez grave. Et puis, comme d'habitude, quand ça devient hyper intéressant, il y a une grosse cassure. Donc, malheureusement, on ne sait pas ce qui est advenu de notre dame Eria. Mais ça fait partie comme ça de ces documents assez exceptionnels et pour lesquels on retrouve vraiment un peu toutes ces espèces de mécanismes judiciaires que l'on peut voir aujourd'hui. Et à la rigueur, c'est pour ça que dans toutes les facs de droit, au lieu de faire du droit romain, il faut faire du droit romain, ils sont très bien. Hein. Je salue d'ailleurs tous les collègues en art romain, mais ce serait bien aussi de faire du droit égyptien. Alors, on n'a peut-être pas les grands codes de loi, comme le grand code d'Hammurabi, qui est au musée du Louvre et qui date du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, mais on a aussi un système de loi bien organisé, droit coutumier, donc c'est plutôt, partagé par tous, mais on a vraiment des expressions du droit qui sont absolument extraordinaires. On est vraiment héritier de ça, à bien des égards. Et justement, par rapport à ces procès en question, est-ce que ça pouvait soit mener sur la torture, ou est-ce que hors procès, on avait de la torture et des châtiments quand coupable? En fait, tout dépend de la gravité de l'affaire. Mais on sent que sur certaines affaires extrêmement sensibles, oui, il y a eu ce qu'on peut appeler aujourd'hui la question. Et par exemple, on a tracé ça dans de très très grands procès. Alors, le plus célèbre d'entre eux, qui va aussi parler à tous les égyptologues, c'est le fameux procès du harem, le complot du harem qui a eu lieu sous Ramsès III. Donc on est à la fin du Nouvel Empire. Et on a vraiment des gens du gratin du palais royal, donc avec des grandes des épouses secondaires, mais des épouses du harem, avec des fils, avec des généraux, avec des chambellans, avec des prêtres qui vont en fait se réunir
pour pouvoir évincer l'héritier en titre, donc le futur Ramsès IV, dont la mère était grande épouse royale, et c'est une épouse secondaire qui s'appelait Tii, qui voulait mettre son fils Pentahour sur le trône. Sauf que le complot va être découvert. On suppose en tout cas qu'il y a plusieurs cibles qui ont dû être éliminées, notamment manifestement Ramsès III. On a une immense coupure, au moins de 6 cm de profondeur à la gorge, ce qui tendrait à prouver qu'effectivement il y a eu égorgement. D'autant que les embaumeurs ont mis un petit œil Oudjat à l'intérieur. Donc Oudjat qui veut dire neuf, intègre, donc quelque chose pour vraiment rendre la plaie, la refermer définitivement, au moins post-mortem. Et il va y avoir des interrogatoires, puisqu'effectivement tout a été aussi enregistré. Donc il va y avoir la bastonnade, notamment. Et ça, cette bastonnade, ces coups qui pleuvent, on en a trace dès les hautes époques, puisque dès l'Ancien Empire, on a déjà dans certaines représentations de tombes, des gens qui sont attachés au pilori. Mm. Alors, on en a par exemple dans le tombeau de Mereruka, donc on est à la 6e dynastie, on est aux environs de 2400 et quelques avant Jésus-Christ, où on a comme ça un personnage qui est maintenu contre un poteau, et il se fait en fait battre avec un bâton en fait sur le dos. Dans une autre tombe aussi, on voit le personnage allongé sur le sol, et on est en train de, pareil, le battre à la fois sur le dos, et aussi avec quelque chose qui marchait encore jusqu'au 19e siècle, ça doit peut-être être encore le cas dans certains coins. On vous fait pleuvoir les coups sur la plante des pieds. Ouf. Alors ne le refaites pas chez vous, parce que ça doit être mais vraiment extrêmement douloureux. On sait d'ailleurs que certains pilleurs de tombes au 19e siècle ont eu ce châtiment pour les convaincre assez rapidement de montrer l'emplacement de la tombe qu'ils étaient en train de vider. Et effectivement, ça, on va dire, c'est un peu le niveau 1 dans tout ce qui est torture, châtiment, les coups. Après, pour les châtiments beaucoup plus violents, par exemple, pour le complot du harem, on va avoir quand même des châtiments très forts, du style, on va couper le nez ou les oreilles de la personne qui est reconnue coupable. Il y a même un des membres d'ailleurs de ce complot qui va préférer se suicider après plutôt que de vivre avec ça. Et on sait qu'on peut aller jusqu'à donc la peine de prison. Alors, c'est pas des prisons comme nous, à l'orée des villes, où, entre guillemets, les gens sont maintenus dans un certain endroit, en ne faisant rien, entre guillemets. Ils sont plutôt envoyés en Nubie. Ils vont travailler dans les mines d'or. Donc, on est plus avec des camps de travail, style bagne, plutôt qu'une prison avec des cellules à l'orée d'une ville. Et généralement, c'est une très bonne prison, puisque si vous vient l'envie de vous évader, vous avez non seulement du désert partout, mais vous avez aussi les Nubiens qui sont juste à côté et qui se font sans doute une joie de vous passez par le fil de l'épée de façon assez assez soutenue. Donc on a trace de tout ça. Et puis le châtiment ultime, c'est la peine de mort. Alors, et là encore, il y a sans doute une gradation. Ça veut dire que quand vous faites partie, par exemple, du gratin royal, il y a une formulation qui est quand même qu'on retrouve à chaque fois, c'est et on le laissa là où il se trouvait et on fit que son châtiment l'atteignit. Donc l'Égyptien reste quand même assez pudique sur le moyen qu'il met en place pour pouvoir provoquer cette peine de mort. Par contre, quand on a par exemple des procès pour les pillages, on a plusieurs procès comme ça de pilleurs de tombes, ce qui est très très intéressant. On va avoir comme ça des serments. Il y en a un, par exemple, dans un papyrus qui est conservé au British Museum, le papyrus 10 052. Il dit « Aussi vrai que perdure Amon et que perdure le souverain, si je suis reconnu coupable d'avoir eu quelque chose à voir avec les voleurs, qu'on me coupe le nez et les oreilles et que je sois empalé. » Ah oui, d'accord. Et là, c'est le degré, vraiment la mort infamante par excellence. Et le pal, en fait, on a un hiéroglyphe qui est tout à fait explicite, où on a vraiment le bonhomme sur le piquet. Et ça, c'est une mort lente, douloureuse et absolument, absolument atroce. Et on imagine bien que ça devait être vu au su de tous.
Donc, effectivement, on imagine toujours l'Égypte ancienne comme étant une magnifique civilisation où tout le monde est beau, gentil, où la justice s'exerce de façon douce. En y voyant de plus près sur certaines affaires, on n'aurait pas trop envie d'y vivre, ne serait-ce que 15 minutes. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier ça aussi, c'est que ça permet d'avoir une vision un peu plus proche de la réalité. Donc, moins fantasmée comme on peut l'avoir dans certaines séries ou dans certains romans, qui sont bien, hein, par ailleurs, mais voilà, qui n'est pas l'Égypte, la vraie Égypte historique, on va dire ça comme ça. Et justement, ces lois, est-ce que il y avait, comme c'est le cas malheureusement aujourd'hui, des personnes qui se trouvent au-dessus des lois ou qui se considèrent au-dessus des lois? Eh ben, la civilisation égyptienne étant aussi une civilisation tout simplement humaine, donc oui, en fait, il y avait forcément des gens avec un pouvoir, une puissance d'action, une puissance financière qui leur permettait, par le jeu des relations, de pouvoir voilà, récupérer des biens ou spolier des gens. Et voilà, ça c'est aussi ce côté un peu plus noir qu'on retrouve, c'est qu'on a comme ça des affaires assez incroyables. Alors la plus célèbre, celle auquel on pense au premier, c'est Paneb, un artisan de Der el-Médine, donc le village des artisans, ces artisans qui étaient employés pour pouvoir faire toutes ces grandes tombes dans la vallée des rois et la vallée des reines. Et Paneb a vécu plutôt aux alentours du règne de Ramsès III, et un peu avant, et puis au début du règne. Et alors lui, il mériterait pratiquement un épisode de Faites entrer l'accusé. Il enchaîne vraiment une série de crimes, et c'est le scribe, en fait, un chef d'équipe qui va mettre un peu par écrit tous les types d'accusations contre cet homme. On les a d'ailleurs, hein, ce sont des papyrus qui sont conservés au British Museum. Et donc, en fait, ce monsieur, Paneb, a récupéré la place de chef d'équipe, alors que ça aurait dû être quelqu'un d'autre. Donc, il a réussi à récupérer la place. Il molestait des hommes. Donc, on a trace de violentes bagarres. Je crois que son record, c'est 9 hommes en une nuit. Ainsi que son chef d'équipe, hein, qui est allé directement se plaindre au vizir. Et donc, ce qui est quand même assez fort. Alors, il a poursuivi un moment un chef d'équipe. Il a cassé les portes du village. Il a proféré des menaces quand même très violentes en disant oui, je vais le tuer pendant la nuit. Donc on imagine quand même une brute assez épaisse. Pareil, il a dit à un moment à un autre chef d'équipe qui s'appelait Aïe, de toute façon, je t'attaquerai sur la montagne et je te tuerai. Donc on peut quasiment imaginer un peu ce qui se passe en face à face. Il a séduit toutes les femmes du village. Alors la mère d'abord, puis après la fille. Donc vous imaginez bien que les maris ou frères n'étaient pas très très bien contents. Il est accusé de viol aussi, beaucoup plus grave. C'est que voilà, il a aussi forcé une femme. Apparemment, il l'a jetée sur un mur pour pouvoir commettre son forfait. Il a aussi détourné des biens et de la main-d'œuvre pour construire sa propre tombe. Donc, il a pris des outils et il a pris des matériaux qui étaient plutôt utilisés pour la tombe du roi pour faire son propre mobilier funéraire. Et notamment, on parle comme ça de colonnes qu'il aurait fait pour sa tombe et qu'on a aujourd'hui au musée de Turin. C'est ce qui est génial, c'est d'avoir à la fois le papyrus qui vous le raconte et l'objet qui est sans doute la référence. Et le mieux, le top du top, c'est que c'était aussi un pilleur, puisque après les funérailles de Séti II, comme il connaissait l'emplacement, puisqu'il avait aussi participé à l'organisation, en tout cas des funérailles et puis de la tombe, il est re-rentré dans la tombe pendant la nuit. Il a piqué la couverture du char du roi. Donc vous imaginez la belle housse, par exemple, pour une Aston Martin qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et il a volé des jarres d'huile. Il a pris le vin du roi. Et alors là, c'est le mieux. Il s'est assis sur le sarcophage en pierre du roi et il s'est saoulé. Et je dois dire qu'à chaque fois que je vais dans la vallée des rois, j'adore aller dans la tombe de Séti II, rien pour me dire, mais il était là et il a débouché une bonne bouteille sur le cadavre du roi qu'il avait enterré peu de temps auparavant. C'est
c'est vraiment inimaginable, mais ça s'est manifestement vraiment, vraiment passé. Et il a été protégé pendant des années et des années. Mais la chance a quand même fini par tourner, mais vraiment à la fin. Il est encore attesté à l'an 5 de Ramsès III. Manifestement, il disparaît après. Mais il y a un grand silence sur ce qui lui est arrivé. On ne sait pas trop. Bon, on se doute qu'à un moment, ses soutiens ont dû le lâcher ou il a dû faire quelque chose qui là était indéfendable. Mais ce qui est intéressant, c'est que son cas a servi, entre guillemets, en jurisprudence. Quelques années plus tard, sur le procès d'un voleur de pierres, on a fait référence à Paneb. Donc là aussi, on voit que c'est resté un peu, voilà, comme étant un exemple à ne pas suivre. Et puis moins connu, mais tout aussi génialissime à étudier, c'est un homme du nom de Penanouki. Alors on est à Éléphantine, c'est-à-dire vraiment le sud de l'Égypte, sur cette île qui était dédiée au dieu Khnum, c'est-à-dire le dieu potier. Et cet homme-là, donc, était aussi un prêtre, manifestement. Et alors lui, côté liste de méfaits, vous voyez, on va pouvoir faire un peu un parallèle avec Panem, il a vendu des animaux sacrés à des prêtres et à des militaires dans le voisinage. Il s'est approprié 20 bœufs voilà, pour son usage personnel. Lors d'un voyage à Thèbes qui aurait dû être voilà, quelque chose de très sérieux, il a débauché 2 jeunes femmes mariées. Donc, ce qui est vraiment aussi pas considéré comme étant une bonne chose. Il a volé une amulette précieuse, il a volé des étoffes, il a comploté pour nommer des amis pour qu'ils aient la charge de prêtre, qui est en plus des gens qui étaient peu regardants sur la discipline, ce qui lui permettait de faire les 400 coups. Il a toujours maté les protestataires qui s'élevaient contre son comportement, allant jusqu'à couper les oreilles d'un prêtre et crever l'œil d'un autre. Donc là aussi, on sent quelqu'un quand même d'assez violent. Il a brisé les scellés du temple pour prendre plein de choses. Et il a mis le feu aussi à une partie du temple pour pouvoir couvrir ses traces. Donc c'est des gens qui ont quand même un palmarès assez impressionnant. Et pour lesquels, effectivement, on se demande pourquoi il n'y a pas eu tout de suite action, en fait. Et toute ressemblance, bien sûr, avec des affaires actuelles, voilà, sont purement fortuits, bien sûr. Et pour le coup, on a parfois des choses où, effectivement, certaines choses nous choquent vraiment. Par exemple, sous Ramsès IX et Ramsès XI, donc là, on est à l'extrême fin du Nouvel Empire. Donc, on est aux alentours de 1100 et quelques avant Jésus-Christ. On va avoir comme ça une affaire qui va opposer 2 hommes forts de Thèbes, le vizir, enfin pas le vizir, le chef en fait, le gouverneur de la rive droite qui s'appelle Pazer, et le chef de la nécropole de la rive gauche, qui est aussi un très haut personnage, qui s'appelle Paoura. Et Paoura, en fait, trempe dans toutes les affaires de pillage de l'époque. C'est quelqu'un qui était à la fois un officiel, mais qui avait réussi à créer une sorte de système mafieux avec des équipes de travailleurs qui, le soir, utilisaient leurs compétences pour aller piller les tombes. Et en fait, Pazer s'était élevé contre son collègue, donc il est allé, il a mis en branle la machine judiciaire pour essayer de stopper ces exactions. Donc il y a des arrestations, il y a des interrogatoires, il y a la rédaction de procès-verbaux, ça va jusqu'à la grande cour hein, quand même, hein, donc une affaire d'importance. Et en fait, Paoura fait tout pour discréditer son collègue. Et manifestement, il va réussir en fait à pratiquement écarter Pazer, et c'est lui qui s'en sort. Parce que 20 ans après, on le retrouve encore en poste, faisant encore face avec des enquêtes de pillage dans la vallée des rois et la vallée des reines. Donc c'est... Voilà, on sent qu'aussi la justice, comme toute justice, elle peut être défaillante. Et qu'effectivement, il ne faut pas idéaliser un peu ce grand principe qui est la Ma'at, qui est la juste organisation du monde avec tous ces concepts de vérité, justice, juste rétribution. Voilà, c'est un concept qui a été étudié largement par plusieurs égyptologues, dont par exemple Bernadette Menu, qui est la seule égyptologue juriste qu'on ait à l'heure actuelle, à bien des égards. Et effectivement, on a tendance à calquer cette espèce d'image d'une justice absolument complète. En fait, quand on se penche sur beaucoup de cas, non, on voit en filigrane, voilà, à la fois tous les crimes qui pouvaient avoir lieu dans les cités,
et en même temps la façon dont les Égyptiens pouvaient y répondre. Mm. Et on a encore des milliers et des milliers de documents à étudier. Il faut imaginer que les procédures vont aussi devenir de plus en plus courantes à partir du premier millénaire. Et en fait, on a un stock de documentation qui est, je dirais pas infini, mais des dizaines de milliers de documents sans doute, avec des affaires, avec des plaintes, avec des affaires de meurtre même. Sachant que justement aujourd'hui avec la médecine, on peut voir ces traces de meurtre sur certaines momies. Donc là aussi, il y a d'ailleurs à Nancy, il y a un master qui s'est ouvert entre guillemets en criminologie antique. Donc c'est fini pour le coupable. Hein. Je pense que là, ce sera, voilà, c'est impossible. Mais de voir un peu quelles sont les traces qu'on peut découvrir comme ça sur certains corps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on reprend certains dossiers et on est capable de voir des choses absolument extraordinaires. Vous voyez, depuis Ramsès III, qu'on a découvert quand même depuis le 19e siècle, ça fait que récemment qu'on a vu cette plaie béante au cou qui avait complètement échappé à l'œil de ceux qui avaient pu l'observer. Donc c'est aussi tout un jeu de pistes, mais qui est passionnant. Et franchement, à vrai dire, je serais vraiment partante pour faire des épisodes de Faites entrer l'accusé avec des cas comme ça antiques. Ce serait rigolo. Hein. Par exemple, qui aujourd'hui au musée du Quai Branly est excellent dans le domaine. Mais on a vraiment comme ça ces espèces de grandes affaires qu'on retrouve dans toutes les civilisations du monde. Hein. L'Égypte n'est pas la seule, mais qui est éminemment intéressante et qui effectivement nous renvoie aussi à notre propre, à ce que nous vivons à l'heure actuelle ou les affaires qu'on peut retrouver dans différents journaux ou à la télé. Merci beaucoup Bénédicte de nous avoir plongé dans tout ce monde de crimes et d'illégalité. Et puis nous nous retrouverons bientôt d'ailleurs pour un autre entretien à suivre dans quelques temps pour tout le monde. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je les récupère et je les passe à nos invités. D'ailleurs, en parlant d'invités, la prochaine vidéo, j'ai le très grand honneur de m'entretenir avec Dominique Farou, qui est philologue et historien de l'art. Pour ceux qui ne sont pas dans l'égyptologie à proprement parler, vous avez peut-être entendu le nom puisque il était conseiller scientifique de l'exposition, de la grande exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon. Allez regarder un petit peu si ça vous intéresse et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!